Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant sur Médiane TV. Place à 11 dit tout. 11 dit tout, bien sûr, nos deux rubriques. D'abord, nous allons parler de cet ingrédient incontournable de performance, un atout décisif de la pérennité de l'entreprise, le moteur qui va créer l'ardeur au travail. Je vous parlerai bien sûr de la motivation avec mes deux invités. Sinon ensuite, l'interview santé pour la deuxième partie. Nous ferons le point sur la santé cardiovasculaire à l'occasion de la Journée mondiale du cœur le 29 septembre. Reste avec nous sur Médiane TV. Les détails, bien motivés pour vous retrouver surtout. Alors, cette histoire de motivation, on vous en parle aujourd'hui avec Amal Hihi. Bonjour Amal. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach professionnel certifié. Et Merim Lehlou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes business coach, consultante en management à Compétences Plus. Bien motivée, mesdames? Oui. Oui, oui. Bien comme il faut, bien sûr. Reprise, donc, la reprise, bien sûr. Alors, nous allons parler de motivation et de démotivation, et surtout lorsque nous sommes démotivés, comment remonter la pente. Mais on commence par le commencement. Cette histoire de motivation, est-ce que, on va dire, c'est universel? Est-ce qu'il y a un consensus général, Amal Hihi? Alors, la motivation en tant que telle, tout un programme, on en entend beaucoup parler, mais il y a énormément de théories et on aura du mal à définir la motivation en un seul mot. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un process carrément qui va déclencher une énergie, qui va pousser la personne, qui se manifeste tout simplement par de l'enthousiasme, par de la persévérance, par aller jusqu'au bout de l'accomplissement d'une tâche, en entreprise en l'occurrence. Et donc, cette motivation-là, elle a été pendant très très longtemps reliée uniquement au salaire. Oui. Et ce n'est qu'au XXe siècle que, suite à des recherches de comportement et tout ce qui a été fait au niveau psychologie comportementale, qu'on a pu détecter que la motivation n'est pas liée qu'au salaire, mais qu'il y a bien d'autres éléments qui vont rentrer en considération dans cette motivation. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et justement, en parlant de motivation par le salaire, les recherches ont démontré que parfois ça pouvait être relégué à la 8e position. Par rapport à beaucoup d'autres facteurs. Merim Lehlou, justement, votre définition à vous de la motivation? Écoute Yasmine, j'ai une définition assez simple. Pour moi, la motivation est un moteur de comportement. C'est le combustible nécessaire à la réalisation des actions quotidiennes. Sans motivation, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe ni changement, ni accomplissement, ni tout simplement réalisation de nos missions dans la vie. Et justement, cette histoire de motivation, elle l'a bien dit, on en entend parler un peu partout, au sein de l'entreprise, bien sûr, son importance, mais sur le terrain, quand on fait appel à vous, est-ce que vous ressentez, on va dire, des choses qui sont mises en place pour la drainer, pour la booster, pour... Quand j'ai posé la question sur la motivation et la démotivation, et par rapport à l'expérience d'accompagnement, je réalise surtout que les gens me parlent en premier de ce qui les démotive. Oui. On est malheureux parce qu'on n'a pas trouvé un boss qui nous comprend. On est malheureux parce qu'on est sujet au micromanagement. On est malheureux parce qu'on n'a pas pu réaliser notre mission de vie. Et donc, en fait, ils donnent indirectement la réponse à ce qui les motive. Mais les gens n'arrivent pas à parler, en tant que coach, les gens n'arrivent pas à parler directement de ce qui les motive. C'est comme si, pour certains, ils ne se sont jamais posé la question. Et le fait de préparer cette émission avec toi, Yasmine, c'est qu'on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas poser la question aux internautes marocains, marocaines, qu'est-ce qui les motive dans le fond? Et les réponses étaient assez contrastées, mais on les détaillera. Ben on y va justement. On les détaillera. Alors, une personne m'a dit, écoute Mariam, moi si je ne suis pas au service des autres, si je ne réalise pas que mon métier en tant qu'infirmière, en tant qu'assistante sociale, a un impact positif, je ne suis pas motivée. Quelqu'un d'autre m'a dit, mais écoute, comment veux-tu que je sois motivée alors que mon boss, mon manager me surveille presque minute après minute pour savoir ce que je fais? Il m'a dit très sincèrement, si on ne me donne pas assez de place, si on ne me fait pas assez confiance, la question de la confiance revient à chaque fois, si on ne me responsabilise pas, si on ne m'autonomise pas, je ne serai pas motivée. Un troisième avait répondu tout simplement, si je n'ai pas accès à des plans de formation, à des plans de carrière, en toute transparence. Un quatrième m'avait dit, c'est des questions de salaire. En fait, les promesses qu'on m'a fait au dernier bilan de compétences de l'année dernière, on ne les a pas tenues. On m'a dit que l'entreprise n'avait pas fait suffisamment de chiffres. Et tout ça,
nous amène à quelque chose qu'avaient finalement étudié des psychologues internationaux comme Spranger. Il avait défini 6 types de motivation. Il y aura dans l'organisation des individualistes, ceux par qui la motivation vient par le statut, par le salaire, par le niveau social et par le poste qui est inscrit sur leur carte de visite. D'autres seront utilitaires. Les utilitaires, c'est ceux qui sont dans un rapport win-win. C'est-à-dire, j'investis dans ce travail, mais est-ce que le travail investit en moi? Comment s'opère le retour sur investissement? Est-ce que j'ai assez de reconnaissance? Est-ce que j'ai des primes? Est-ce que j'ai une voiture de fonction? Il y a un 3e type de motivation qui sont les cognitifs. Les cognitifs, ils ont besoin d'apprendre. Or, quand ils cessent d'apprendre dans leur travail, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ils s'ennuient. Oui. Et quand ils s'ennuient, ils n'ont plus envie de continuer. Il y a le 4e profil qui sont les sociaux. Les sociaux, c'est ceux qui ont envie d'accomplir quelque chose de plus grand qu'eux. OK pour faire la mission, mais si je peux par là même contribuer au bien-être de la personne qui est au bureau face à moi, si la femme de ménage de l'entreprise vient me demander quelque chose, si je peux contribuer à l'association des bonnes œuvres de mon entreprise, si on peut faire quelque chose pour le bien-être collectif, ils trouvent plus de sens à leur métier que leur métier lui-même. Et enfin, les 5e et 6e, c'est les traditionnalistes. Les traditionnalistes, c'est ceux pour qui, quelque part, au niveau de leur travail, c'est des process. Il ne faut pas qu'on sorte de ce cadre-là. Quand vous sortez d'un cadre défini ou d'un process qu'ils ont toujours connu, ils deviennent démotivés. Ils deviennent démotivés. Ils sont perdus. Et ils deviennent démotivés. Et les 6e, c'est les esthétiques. Et vous les observez, j'en suis sûre, Amel et Yasmine comme moi. Les esthétiques, c'est en fait ceux qui ont besoin que leur bureau leur ressemble. C'est ceux qui ont besoin de personnaliser, de mettre la photo de leurs enfants, que leur bureau soit gai, finalement, soit gai au niveau avec des plantes, les open space, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais quand même, justement. Et quand vous avez, et là on parlera des échelles de motivation tout à l'heure, parce que bien évidemment, chaque être humain a ses 6 motivations, mais pour ceux pour qui la motivation principale est esthétique, imagine que toi, tu as besoin de rangement, que ton cadre te ressemble, que ton environnement fasse du sens pour toi et que tu ne le trouves pas. Si ta valeur est ça, si ton principal moteur est ça, là, pour le coup, tu seras démotivé. C'est pour ça que quand j'ai posé la question aux internautes, je me suis dit, tiens, en leur posant la question, je les invite finalement à réfléchir sur leur propre expérience. Et par là même, quand on se connaît, on peut agir sur soi et on peut se dire, on reste dans son travail, on change quelque chose dans son travail, on va chercher quelque chose qui nous ressemble au final. Vous êtes d'accord, Amel, avec justement ces 6 profils, 6 types de motivation et que nous soyons tous les réservoirs de ces mêmes types, mais on va dire avec des priorités différentes chacun? C'est clair. Ce qui fait la complexité de la motivation, c'est que c'est relié à la personnalité. Tout à fait. Et comme la personnalité elle-même est très complexe, c'est ce qui fait qu'on va avoir du mal à venir répondre aux besoins de tout un chacun qui travaille en entreprise. C'est ça, oui. Et la difficulté en organisation, c'est que les gens ont l'impression, on va dire, tiens, on va motiver les équipes, on va motiver... Il y a mode d'emploi. Mode d'emploi, on va faire ça. Sauf qu'en faisant une action, par exemple, on va faire un plan de formation. Oui. Et ça va être justement un moyen de motiver les équipes. Oui, pour certains, ça va répondre effectivement à leurs besoins, mais pour d'autres, non. Donc, clairement, en termes managériels, motiver ses collaborateurs ne revient pas à avoir un mode d'emploi, une recette. Ça revient plutôt à être à l'écoute, écoute active, du besoin du collaborateur pour pouvoir venir, c'est presque du sur-mesure qu'il faut faire. Absolument, pour pouvoir venir répondre d'une manière beaucoup plus précise aux besoins de son collaborateur. Et parfois, comme elle a dit Maryam, je suis tout à fait d'accord, il y en a qui, pour eux, c'est de la reconnaissance, il y en a pour d'autres, c'est les primes, il y en a pour d'autres, ça va être plutôt justement donner du sens. Et ça, je vais vraiment envie de rebondir là-dessus, parce que ça, on l'entend énormément de plus en plus dans les entreprises. Les gens ont besoin de donner du sens à leurs actions. Donner du sens, ça veut dire, j'ai besoin de comprendre, au-delà de l'action elle-même qu'on me demande de faire, au-delà de la mission, ça va servir à quoi, ou bien à qui, ou bien vraiment, c'est vraiment le but ultime de l'action. Mais parfois, on trouve des équipes démotivées. Est-ce que l'équipe devient à ce moment-là un seul élément, démotivé pour les mêmes raisons, ou c'est un cumul de démotivation personnelle?
Ça peut être les deux. D'abord, un cumul de motivation personnelle. Souvent, quand il y a une démotivation d'équipe, le plus important, c'est d'abord de faire des entretiens individuels pour voir s'il n'y a pas d'abord une démotivation individuelle qui va impacter l'ensemble de l'équipe. Parce qu'il suffit qu'il y ait 2 personnes qui sont démotivées dans une équipe pour qu'ils tirent tout le monde vers le bas. Donc, d'abord, faire des entretiens individuels, comprendre la problématique, voir s'il n'y a pas des gens qui tirent plutôt vers le bas et d'autres qui suivent. Et puis par la suite, il y a aussi la problématique de travailler en équipe. C'est pas simple de travailler en équipe. On va détailler la première partie. Justement, on va considérer la démotivation comme un mal, comme une maladie. On va faire un diagnostic avec des symptômes, des signes et un traitement, une prise en charge. Alors je vais vous poser la question d'abord. Est-ce que la démotivation vient avant la motivation? Est-ce que d'emblée une personne est motivée? Alors, je vais citer juste un monsieur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Issa Getz. Issa Getz a fait beaucoup de vidéos sur l'entreprise libérée, il a édité des livres, il est professeur à ECP aujourd'hui. Ce monsieur-là a dit, quand la poule commence à pondre des œufs au départ, la poule n'est pas démotivée, elle a son nombre d'œufs par jour. Mais en fait, s'il fait trop froid, dans le poulailler, s'il fait trop chaud, s'il y a un risque qu'un loup vienne la manger, si on ne lui donne pas assez de nourriture, l'environnement peut vraiment changer la production. Je ne ramène pas les êtres humains à des poules, mais tout simplement, si on ramène la métaphore au loup, au renard, à la poule, parce que quelque part, on est tous dans des entreprises en train de produire quelque chose, de produire un produit, un service, de créer une valeur ajoutée, soit au sein de l'organisation, soit pour les clients et les partenaires. Personne ne n'est démotivé. Si vous recrutez quelqu'un de démotivé, c'est la faute au responsable de recrutement, au directeur des ressources humaines. Donc forcément, nous sommes motivés. Forcément, on est motivé à la base. On n'est pas démotivé. La motivation est inhérente au travail. L'être humain, par nature, est motivé à travailler. Donc en fait, on arrive avec un capital, on va dire, de motivation. On arrive avec des points, parce qu'on a envie de travailler. Ou sinon, vraiment, le responsable de recrutement, là aussi, il n'a pas fait suffisamment son job, c'est-à-dire qu'il n'a pas posé des questions pour voir si la personne qui rentre dans l'entreprise, quel que soit le secteur, est vraiment motivée à travailler. On va lui poser la question si elle aime travailler en équipe, si elle aime travailler en open space, parce qu'on connaît le climat interne. Donc, on se doit de vérifier le côté adaptation du profil par rapport à ça. Maintenant, bien sûr qu'il existe pléthore de tests de personnalité. Moi, j'aimerais juste ajouter au propos de Amel, avec laquelle je suis parfaitement d'accord sur ce qu'elle a dit. Je suis d'accord pour la personnalisation aujourd'hui de la motivation. Les entreprises qui réussissent, ne considèrent pas tout le monde. Ils ne mettent pas tout le monde dans le même sac. Ils savent qu'il y a des profils plutôt motivés par le salaire, le prestige, une voiture de fonction, par des téléphones, par d'autres avantages. Ils savent que certains sont motivés tout simplement par trouver un environnement propice au développement de leurs compétences. Ils savent que des troisièmes sont attirés par la cafétéria. Ils savent que des quatrièmes veulent une salle de fitness au sein de l'entreprise, etc. Mais il faut que l'entreprise soit capable de suivre aussi les demandes. On va y arriver. Quelles sont les entreprises? Elle va pas. De toute façon, il n'y a pas plusieurs possibilités de répondre aux motivations. Il va y avoir peut-être 4 pistes, grandes pistes, de manière à satisfaire le plus grand nombre. Mais justement, cette personne qui arrive avec son capital motivation, comment savoir qu'elle est en train de se démotiver, s'il devait y avoir des symptômes? Il y a des signaux très clairs. Avant d'arriver à ça, j'aimerais qu'on considère aussi la motivation et la démotivation sur une échelle temps. D'accord, oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont motivés par le court terme, des gains à court terme. Okay. Il y a des gens qui sont motivés par des gains à long terme. C'est-à-dire que pour eux, ils ne vont pas se démotiver rapidement. Non, ils vont attendre qu'il y ait des choses, qu'il y ait des échanges. Et il y a des gens qui sont motivés à moyen terme. Le fait de considérer les personnalités aussi dans leur rapport au temps peut aider les managers à se dire, celui-là, j'ai plutôt intérêt à le motiver. Ça fait trop de variables pour le manager. Et c'est la réalité. Mais c'est pour ça que c'est pas simple. C'est pour ça qu'on fait appel à nous. C'est pour ça que c'est pas simple. C'est pour ça que ça bouge maintenant dans le monde du coaching. C'est sûr. Et puis la motivation, il y a d'abord l'erreur commise par la plupart des managers de penser que la motivation est liée au facteur de satisfaction des collaborateurs. Et donc on va aller faire justement une enquête de satisfaction pour voir si les collaborateurs sont satisfaits. Et si on voit que les résultats sont bons, on se dit bon, tout va bien. Donc ça marche pas, ça? Non, pas du tout. Parce qu'on peut être satisfait et pas motivé. Je donne un exemple. Oui. C'est-à-dire que je peux avoir un très bon salaire, des primes correctes et tout ce qui s'ensuit. Donc, les facteurs de satisfaction sont liés au niveau de vie du collaborateur et sur ce qu'il perçoit, lui, comme légitime
comme paiement de retour de paiement sur son investissement personnel. Oui. Donc ça, c'est satisfaction. Et les facteurs de motivation sont autres. Les facteurs de motivation, c'est effectivement, ça revient à l'environnement dans lequel je travaille. Mon manager, est-ce qu'il me donne de l'autonomie pour pouvoir réaliser ce que j'ai à faire, au feedback du manager, voilà, reconnaître le travail des collaborateurs, à les impliquer. Bref, tout ça, c'est des facteurs de motivation. Donc, je peux être très bien payée, avoir tout ce qu'il faut, estimer que je suis payée à la hauteur de mon investissement et de mon background, mais avec ça, je suis démotivée. Parce que je fais un travail routinier. Alors, juste une nuance, si vous permettez, démotivé et je manque de motivation, est-ce que c'est la même chose ou c'est des... Il y a des échelles de démotivation. C'est des échelles, voilà. Oui, je manque de motivation, mais ensuite j'arrive à la démotivation. C'est la première question qu'on pose en tant que coach. C'est que quand les gens te disent « je suis démotivé », c'est de donner une échelle. Alors, démotivé, sur de 1 à 10, à quel niveau? Tu es démotivé. Voilà, tu es démotivé. Si tu devais donner un chiffre de 1 à 10, ça serait lequel? Parfois, on est surpris. On est très surpris. On se dit, je suis démotivée, allez, à 6 sur 10. Oui. Et, bon, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Et donc, c'est aussi une prise de conscience. C'est aussi un mot qui est très facile, et je rejoins ce que tu disais, Mariam, tout à l'heure. Les gens démotivés, c'est très rapide de dire « oui, je suis démotivée ». C'est facile, c'est un mot facile à prononcer, je dirais même. Mais c'est pour ça que notre rôle, Amal, c'est de cerner jusqu'à quel point il est démotivé. C'est comme la différence entre la déprime et la dépression. C'est pas du tout la même chose. Absolument. Entre une petite déprime saisonnière, je suis démotivée parce que je viens de revenir de vacances, mais j'ai passé 3 semaines de vacances formidables. Bon, c'est normal, peut-être qu'il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire. Mais entre quelqu'un qui me dit qu'il est démotivé à 9 sur 10, 10 étant l'échelle de démotivation la plus élevée, et quelqu'un qui me dit je suis démotivé à 3 sur 10, moi et Amal, on ne réagira pas, on ne fera pas un plan d'action avec lui ou un accompagnement de la même manière. Très bien, mais la personne est-elle capable de mesurer? Oui. Mais selon quels critères? Parce que vous, les spécialistes, on va dire, je pense que vous devez avoir des échelles, vous devez avoir des critères pour mesurer, pour vérifier. Mais la personne qui n'est pas spécialiste peut lâcher un chiffre sans pour autant valoriser son poids. La question ne vient pas comme ça, on ne pose pas la question comme ça. C'est vraiment un accompagnement qui démarre d'abord par définition des objectifs du collaborateur, et c'est une question qui va venir au cours de cet accompagnement. Donc d'abord, il y a une relation de confiance qui est créée avec le collaborateur, il y a aussi ce miroir qu'on va lui donner pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire ce qu'il ressent. Et puis, justement, cet effet miroir va faire que quand tu lui poses la question, il est assez, je dirais, il va se relier à lui-même presque pour pouvoir donner cette note-là. Donc elle vient de son fond, du fond de ses pensées, de ce qu'il ressent. Et en général, c'est authentique. Mais justement, j'ai quand même un petit point de désaccord avec Amal par rapport aux enquêtes qu'elle a dit sur le climat social ou sur la satisfaction. Je pars du principe qu'en tant que DRH ou que manager, c'est vrai qu'on observe à l'œil nu si la personne est en retard régulièrement, si elle pose trop de congés maladie, si elle tire la gueule, excusez-moi l'expression, trop, si elle passe son temps à se plaindre, si on la voit dans son coin isolée et qu'elle ne nous rejoint plus au pause déjeuner, si. On observe à l'œil nu, on a un minimum d'expérience tout un chacun, sans être psy, sans être coach, pour se dire, la personne, elle n'était pas du tout comme ça. Et le rendement aussi. Elle était beaucoup plus souriante, elle donnait ses rapports à temps, elle venait aux réunions à temps, elle ne se taisait pas, elle n'était pas passive. Donc on observe des choses. Mais au-delà de ces indicateurs-là, quand des enquêtes sont faites en anonyme, parce que le format anonyme encourage la prise de parole ou le courage à dire le nouveau manager peut-être nous presse comme un citron, on a fait des heures pas possibles, on n'a pas eu des journées de récupération, le climat est malsain, les gens parlent dans les couloirs, les gens parlent de restructuration. Bon, c'est évident que quand il y a une enquête anonyme sur est-ce qu'on est quand même pleinement satisfait, heureux d'être là au travail? On va l'appeler enquête sur le stress ou enquête sur le bien-être au travail pour être positif. Quand même, si elle est bien faite, on peut avoir des remontées d'informations. Mais à ce moment-là, si ce sont des remontées anonymes, on ne peut pas adapter la réaction à la carte. Si on peut savoir qu'il y a un malaise ou pas déjà en quantitatif, bien sûr. On peut savoir s'il y a un malaise, où se situe le malaise. Après, on peut faire des entretiens individuels. Mais vous savez comme moi que les gens, ils se disent pourquoi on va faire confiance à telle personne,
qui nous garantit que cette personne ne va pas prendre tout ce qu'on lui dit et elle va le répercuter à notre N+1, N+2. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de voir un climat, de mesurer des choses et après, comme tu as dit Amel, de venir avec des actions concrètes parce que quand on observe et on va observer le travail des grandes entreprises qui prennent soin de leurs salariés pour qu'ils soient motivés et performants, on va voir qu'il y a des recettes qui marchent à tous les coups, qu'on soit américain, marocain ou français. Donc les symptômes sont visibles à l'œil nu. À l'œil nu. Ah, oui. De toute façon, les symptômes sont visibles. Clairement, la motivation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une source d'énergie. La motivation, c'est ce qui va te pousser à agir et aller jusqu'au bout d'une tâche ou d'une mission. Donc on le voit. Dès qu'on voit un petit peu la personne est en train de lâcher prise, de ne pas être forcément au rendez-vous, de ne pas être dans les délais de livrables, etc., on le ressent en tant que manager qu'il y a une démotivation. Maintenant, je pense qu'il y a un levier qui est très très important au sein des organisations, qui n'est pas assez exploité et qui est celui de l'entretien individuel manager-collaborateur pour être dans l'écoute active, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que des entreprises qui ont adopté ce levier, le levier de l'écoute active est un vrai levier de motivation. Alors ça, on va dire, on est presque dans le traitement, dans la prise en charge, mais avant, quand on fait appel à vous en tant que spécialiste, c'est à quel moment? C'est lorsque la crise est déjà là, démotivation, donc cumul, crise, ou bien c'est plutôt en préventif? La vérité, c'est dans les deux cas. Récemment, une entreprise qui a vu que le bien-être au travail, finalement, redorait l'image de l'entreprise partout dans le monde, faisait en sorte de retenir les meilleurs talents, faisait en sorte qu'on attirait les meilleurs talents à la sortie des écoles. Ils se sont dit, tiens, tout se passe bien chez nous, très peu de turnover, très peu de démissions ou de départs volontaires dans cette entreprise. Quand le DG m'avait reçu, il m'avait dit, tu sais, tout va bien chez nous. C'est vrai que je me suis posé la question, dans ce cas-là, pourquoi je suis là? Tout va bien chez nous, mais on aimerait que ça continue. En fait, on aimerait que ça continue et on est 2e ou 3e dans notre secteur. On aimerait en fait passer leader. Qu'est-ce qu'on fait? Et vu qu'on a beaucoup recruté ces derniers temps, on a peur quand même de mal faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de tous les avantages ils ont? Et d'ailleurs, il m'a dit... Pardon, madame, je vous interromps. Oui. Donc, quand ils disent on veut passer leader dans leur activité et non pas dans la gestion de la motivation, parce que c'est cette motivation qui va augmenter la performance. La performance, absolument. Moi, je vous dis, dans toutes les entreprises où les responsables, soit des ressources humaines, soit les chefs de département, soit le comité de direction, est sensible à l'élément humain, je peux vous garantir que le chiffre d'affaires et la marge vont de pair. Et toutes les entreprises dont, pour une raison ou pour une autre, de sensibilité, d'intérêt sur certains plutôt leviers financiers que d'autres, etc., se disent « ça, on verra après », je peux vous garantir aussi qu'il y a des dégâts, à court ou à moyen terme. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard que les entreprises IT, dont Google, dont Facebook, dont Dropbox, dont Microsoft, qui prennent le peloton de tête international dans les avantages qu'ils donnent à leurs salariés, qu'ils soient aussi les meilleurs dans leur secteur. Ce n'est pas un hasard. Moi, j'aimerais rebondir sur un point que vient de dire Mariam. Au fait, une entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche au final? Sa performance. Elle cherche un chiffre d'affaires et une marge. C'est ce qu'elle cherche une entreprise. Le chiffre d'affaires et la marge sont réalisés tout simplement par des personnes, par l'humain. C'est les personnes qui vont impacter les résultats d'une entreprise. Et ces humains-là, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vont impacter les résultats d'une entreprise? Tout simplement parce que moi j'appelle le CAM. C'est quoi le CAM? C, c'est compétences, A, c'est aptitude, et M, c'est motivation. Et c'est nécessairement la somme de ces 3 éléments-là qui vont faire que cette ressource humaine qu'on a recrutée va impacter les résultats. Et quand on se rend compte de ça, c'est très simple. Pour pouvoir impacter, il faut que j'ai les compétences. Donc, clairement, est-ce que cette personne a les compétences? Sinon, il faut développer ses compétences. 2, est-ce que cette personne a l'aptitude pour pouvoir faire les tâches, réaliser les tâches qu'on attend d'elle? Oui ou non? Est-ce qu'elle est à la bonne place? 3, est-ce qu'elle a la motivation nécessaire? Et la motivation incombe à qui? Elle incombe au manager direct. La motivation du collaborateur incombe au manager direct. C'est lui qui va, d'une certaine manière, d'abord voir s'il y a un problème et puis faire tout pour que son collaborateur reste motivé. Bien sûr, c'est si on ne va pas le garder motivé pendant 10 ans. Mais dès qu'on sent qu'il y a un petit problème, réagir tout de suite. Alors moi, je vous garde motivé pour la deuxième partie de l'émission, surtout que nous sommes vraiment dans le règne du subjectif et de l'affectif
dans le monde de l'entreprise. Ouais. Allez, on reste ensemble, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un petit moment. On continue cette prévention, mais on va faire aussi une autre prévention, celle de la santé de votre cœur avec le professeur Ahmed Bennis sur Médiane TV. À tout de suite. Alors, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Médiane TV. C'est la deuxième partie d'On se dit tout. Première partie consacrée pleinement à la motivation. Et puis là, si vous nous prenez en cours de route, on va continuer d'en parler, surtout avec ces solutions à mettre en place si les équipes se démotivent. Et puis ensuite, on enchaînera sur l'interview santé de la journée. Nous ferons le point sur la journée mondiale du cœur avec le professeur Ahmed Bennis. Je suis tout de suite avec Amal Al-Hihi, coach professionnel certifié. Merci encore une fois d'être là, Amal. Mariam El-Hello, business coach, consultante en management à Compétences Plus. Merci, Mariam. Alors, ce que le manager doit mettre en place pour, on va dire, remotiver ses équipes, ok, mais est-ce que, personnellement, chaque individu peut agir sur sa motivation? Amal. Alors, d'abord, la motivation, comme on l'a dit, elle est reliée aux personnalités. Et Shane, c'est un psychologue qui avait beaucoup travaillé sur ça, a défini 8 ancres de carrière. Okay. C'est-à-dire que quel que soit le travail qu'on va faire, soit au sein d'une entreprise, soit à son propre compte, finalement, on va toujours rechercher le même encre. C'est un encre qu'on garde toujours. Et cet encre-là va être relié, soit c'est un encre de pouvoir, soit ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, soit un encre de sécurité, soit un encre de challenge, etc. Et si on réfléchit, c'est un test au fait, c'est un test de comportement motivationnel, qu'est-ce qui nous motive à choisir un poste, un emploi? Alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement, et ça on le sait tous, on n'est pas forcément bien orienté déjà pour faire les études. Et puis par la suite, on se retrouve parfois dans ce qu'on trouve dans des postes qui ne nous conviennent pas forcément. Donc il y a d'abord la motivation personnelle, c'est-à-dire, je dirais, intrinsèque. Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que je suis passionnée par ce que je fais? Ça, c'est une question qui est importante et qui dépend de moi. Et puis par la suite, il y a la motivation qui va venir de l'environnement extérieur, c'est-à-dire de la part du manager, de la part de l'environnement, des collaborateurs, des personnes avec lesquelles je vais interagir. Donc finalement, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas dire que la motivation dépend uniquement du collaborateur ou bien dépend uniquement du manager. Absolument. Elle dépend aussi bien du collaborateur que du manager. Voilà. Parce qu'en fait, à vous entendre parler en première partie, on aurait l'impression de croire que le collaborateur, on part du principe que le collaborateur est une personne, on va dire, facile à vivre, agréable, à 100% équilibrée, droite dans ses bottes, enfin la totale. Ouais. Et puis le manager ne sait pas faire avec. Ouais. Et donc, à la limite, grignote sur ce capital et démotive complètement le collaborateur. Ce n'est pas le cas. Alors, peut-être effectivement, pour nuancer les propos, et tu as raison, la responsabilité est largement partagée. Mais quand on arrive dans un système, on dit très souvent que le système est plus grand que l'individu. Parce que le système gère les process, parce que le système gère les environnements, parce que le système, c'est lui qui nous a recrutés. Donc, on ne peut pas les mettre à pied d'égalité. Mais néanmoins, chaque collaborateur a sa responsabilité de s'automotiver. Sinon, tout simplement, il ne va pas continuer dans l'entreprise. Il va perdre son emploi ou bien on ne va pas avoir envie, en tant que manager, de promouvoir quelqu'un qui ne remplit pas assez sa mission, qui n'est pas motivé et quelque part qui ne fait pas preuve d'initiative. Parce que des gens motivés font systématiquement preuve d'initiative. Mais juste une nuance. Par exemple, ce qui me motivait au départ, peut-être ne me motive plus. Peut-être que j'ai accepté ce poste initialement parce que la motivation était avant tout salariale. Maintenant que, on va dire, mes poches sont pleines, eh ben, ça ne me satisfait plus. Sans surprise. Et ça ne me motive plus. Sans surprise, et plusieurs études internationales le prouvent, l'être humain est un être toujours en pleine transformation. Peut-être qu'il ne va pas y avoir des transformations radicales. Ça dépend de chaque individu, de sa personnalité. On a parlé des motivations de Springer. Je ne pense pas, à moins d'un choc émotionnel majeur, que quelqu'un va switcher complètement de ses valeurs. Néanmoins, il est très important d'être conscient de qui on est. Avant de choisir une entreprise, un secteur, une fonction,
de commercial ou une fonction financière ou administrative, savoir qui on est, faire le bilan de ses compétences techniques managériales, connaître quel profil d'intelligence émotionnelle on a. Et se renseigner ça va loin quand même, Mariam. Mais ça va loin, mais c'est la moindre des choses. Quand on demande. Mais aujourd'hui, un jeune diplômé. On les fait dans les écoles, les écoles de commerce ou dans les autres écoles où j'enseigne. On fait les bilans de compétences des candidats. On fait des modules dans lesquels on invite les candidats à se projeter à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Ont-ils envie de travailler dans des open space? Ont-ils envie d'avoir leur propre projet? Ont-ils envie et ça, et on leur... Je ne suis pas 100% d'accord. Ouais. Je ne suis pas spécialiste de votre domaine. Je ne suis pas à 100% d'accord parce que c'est d'accord sur quoi? Sur la projection à long terme. C'est comme les histoires de couple. Il faut se mettre d'accord sur les règles de fonctionnement. On découvre l'autre qu'une fois sous le même toit. Et la même chose pour un job. Yasmine, effectivement, tu me parlais de la responsabilité individuelle. Tu me disais finalement, on met tout sur le dos de l'entreprise et des managers. Ils ont leur part de responsabilité. On a chacun sa part de responsabilité. Je suis d'accord. Aujourd'hui, avec Google, même si votre école ou votre université ne vous propose pas des bilans de compétences, vous, avec une feuille, un stylo, vous vous posez en votre âme et conscience. Les gens qui ne se posent pas de questions, les gens qui ne se disent pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma mission de vie, mais comment voulez-vous qu'ils trouvent quelque chose qui leur correspond? Un grand coach qui s'appelle Anthony Robbins disait « Vous allez toujours avoir la réponse exacte à ce que vous avez demandé à la vie. C'est-à-dire, si vous demandez n'importe quoi, vous aurez n'importe quoi. Si vous avez envie d'aller quelque part, vous allez mettre en place, parce que vous êtes quelqu'un d'autonome et de responsable, vous allez mettre en place le plan d'action pour arriver à ce que vous avez envie de faire. Et vous allez recommencer, parce que la vie, ce n'est pas juste on commande un menu dans une cafétéria ou un café. C'est même si on a un non, un refus. Et si cette entreprise ne me convient pas, je me suis plantée, cette entreprise, cette multinationale ne me convient pas, je me vois plutôt dans les startups. Eh bien, mon expérience sera une leçon pour moi, pour savoir que je ne me plais pas dans les grandes structures. Le recul et la prise de conscience sont importants. Pour éviter les erreurs, mais l'expérience aussi. Mais le repositionnement aussi. Ça fait partie de l'expérience. C'est un grand maître. Partie de l'expérience. Mais bien sûr. Moi, je ne partage pas parfaitement ce que tu viens de dire, Mariam, dans le sens où je suis d'accord que effectivement la responsabilité est partagée. Maintenant, on peut nous vendre des merveilles lors du recrutement et quand on débarque, on va tout simplement se rendre compte que c'est pas du tout ça. Mais maintenant, la question qui se pose, je suis d'accord que le système est plus grand que l'individu, mais est-ce que c'est le système s'adapter à moi ou c'est à moi de m'adapter au système? Et c'est ça tout le problème peut-être des managers. C'est une grande question aussi. Alors, c'est pour ça que là, on revient à l'individu et on lui pose la question. On lui dit, quelles sont tes priorités du moment? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui à trouver dans cet emploi-là? Parce qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas coucher toutes les cases de toutes les choses qu'on veut et qu'on cherche et que ce n'est pas possible. Il y aura toujours des concessions à faire. Il y aura toujours des choses qui ne seront pas présentes, qui ne seront pas cochées lors de cet emploi-là. Je suis d'accord. L'argument de Mariam aussi par rapport aux multinationales qui cartonnent et qui valorisent la motivation chez son capital humain. Et que les startups reprennent. Et aussi un argument contradictoire. Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils ont... J'ai lu dernièrement une étude sur le turnover chez Google, chez Facebook, chez toutes ces grandes multinationales qui cartonnent. Le turnover est très, très important. C'est-à-dire qu'ils ont une moyenne... Pourquoi? Peut-être parce que les salariés sont recrutés. Alors regardez, ils ont le résultat financier. Oui, le résultat il est excellent. Regarde les produits et les innovations qu'ils mettent en place. Ils mettent 1 an et demi. Oui. 1 an et demi en moyenne. Des fois, ils ont envie que des profils partent. Parce que je vais te dire, ces multinationales-là, dans une étude de Next Generation, ils sont allés très loin. Oui. Ils offrent les repas gratuits, le transport gratuit, le babysitting gratuit, le fitness gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on a envie d'attirer des êtres humains uniques pour offrir quelque chose d'unique à nos clients. Ce n'est pas des promesses en l'air. Et là où je te réponds, Amel, effectivement, et tu as le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je maintiens ma position dans le fait que le système... Je ne te demande pas que le système s'adapte à l'individu, mais il doit prendre en compte l'individu. Oui, Pourquoi? Mais jusqu'à quel niveau? Il doit le prendre en compte parce que
1 plus 1 plus 1 plus 1 vont faire le succès du système. Mais pardon, si j'ai un individu quel niveau? Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Si j'ai un individu qui est rebelle, si j'ai un individu qui me pourrit mon système, je dois prendre en compte cet élément-là. Soit je l'extrais et je fais en sorte qu'il parte, soit je le forme parce que je sais que c'est un talent. D'accord, mais ça c'est pour ce profil particulier. Mais par exemple, pour, on va dire, tous les autres. La deuxième chose que je voulais dire est très rapidement. Elle est rebelle aujourd'hui. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si l'entreprise, comme tu as dit, si l'individu se rend compte que ce qu'on lui a promis n'est pas ce qu'il a trouvé, ben c'est l'entreprise qui perd. Tu sais quoi? Oui, parce que déjà, elle aura une mauvaise réputation sur le marché de surpromettre des choses, de vendre du rêve, et les gens, tout simplement, les gens n'ont qu'à partir. D'accord, mais comment on s'adapte? C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et moi, c'est-à-dire que les gens qui viennent avec dire, voilà, je suis démotivée, c'est pas du tout à quoi je m'attendais, etc. Je pense que c'est aussi notre rôle bien sûr, de mettre la personne en face de ses responsabilités et aussi en face d'un choix. Il faut d'abord prioriser qu'est-ce qui est important pour elle à ce moment-là. Est-ce que ce qui est important pour elle, c'est peut-être de gagner sa vie, que c'est hyper important. Peut-être ce qui est important pour elle, c'est d'avoir de l'expérience. Peut-être. Donc, une fois qu'elle priorise et qu'elle met noir sur blanc ce qui est important pour elle, parfois, elle dit finalement, j'ai plus à gagner. Ça ne veut pas dire que c'est la décision qu'elle va prendre. Elle va dire, voilà, j'ai plus à gagner à rester là qu'à partir ailleurs. Cette prise de recul. Notre rôle, c'est ça. Notre rôle, c'est qu'on ne va pas lui dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais c'est de la mettre devant un choix et qu'elle le prenne d'une manière délibérée. Et déjà, l'entreprise, ce qu'elle doit faire, c'est de bien connaître ses salariés. Surtout les salariés qui sont à des postes clés et surtout les salariés qui ont des équipes. Parce que mettre un mauvais manager avec une équipe de 50 ou 100 personnes, là, vous êtes sûr que vous allez plomber pas seulement une personne, mais vous allez plomber un certain nombre de personnes et ça aura de l'impact. L'entreprise, qu'elle doit faire, je suis d'accord avec toi, une politique commune. Exactement, mais surtout de se dire, on n'est pas là pour créer des enfants rois ou des salariés rois, mais ça serait une erreur. Au lieu de se dire, on ne peut pas satisfaire tout ce qu'ils ont envie de faire, on peut satisfaire peut-être les choses auxquelles ils tiennent le plus, leur demander de faire un classement, leur demander dans des bilans annuels ou dans des bilans anonymes ou dans des bilans semi-annuels, parce que l'être humain peut évoluer même en 6 mois. Absolument. Donc peut-être que si on a le luxe de faire 2 enquêtes par an, ce serait pas grave. Au contraire, de se dire, à cette période de l'année, comment il se sent? Quelles sont les choses importantes pour lui? Est-ce qu'il a eu des problèmes perso à cette période de l'année qui expliquent, parce que l'être humain n'est pas un compartiment, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler. S'intéresser aussi à la vie privée de ses salariés. Les meilleurs managers, pour moi, c'est ceux qui installent une bonne proximité, ni trop ni pas assez, mais de savoir s'il passe par une phase difficile, s'il a un endettement, s'il a eu quelque chose qui l'a affecté sur le plan personnel. Et même si c'est un très bon technicien, il est venu affecter sur le plan professionnel. Alors pour finir, est-ce qu'il y a une prise de conscience de toute cette importance-là de la mise en place de la motivation sur le marché Ah oui. Je pense qu'il y a une bonne prise de conscience. Aujourd'hui, la performance ne peut pas se faire, comme j'ai dit tout à l'heure, sans motivation. Ça, c'est indéniable et je pense que toutes les entreprises en sont conscientes. Maintenant, être conscient, c'est bien, mais passer à l'action, c'est plus compliqué. Alors, on va dire aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre et qui sont concernés de visionner à nouveau l'émission sur notre site mediantv.com. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Remonter la pente après la démotivation d'entreprise. Marim Lehlou, business coach, consultante en management à compétences plus, et Amal Hihi, coach professionnel certifié. Merci beaucoup. Je reste avec vous pour l'interview santé. À tout de suite. Et donc là, je suis avec le professeur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Le point avec vous aujourd'hui sur cette journée mondiale du cœur, organisée tous les 29 septembre et qui vise avant tout à mieux faire connaître au grand public les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires et donc bien sûr favoriser la prévention, et c'est notre rôle aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, professeur Bennis, première cause de mortalité dans le monde, vous confirmez? Absolument. La première cause de mortalité dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ça tue plus que les cancers et les accidents de la voie publique. Nous avons chaque année 17 millions de personnes qui sont victimes d'accidents cardiaques. On a à peu près 8 millions qui ont des accidents vasculaires cérébraux. Dans le monde. Et on voit que cette première cause de mortalité est en rapport avec l'éclosion des facteurs de risque cardiovasculaires.
cardiovasculaires, en particulier le tabac, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la sédentarité. Et ces maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, touchent des gens de plus en plus jeunes. On voit de plus en plus de personnes à partir de la quarantaine présenter des accidents cardiaques. Nous avons de nouvelles populations cibles, en particulier les enfants, les adolescents et les femmes qui sont de plus en plus menacées. Alors, je ne vais pas vous laisser tout nous raconter très vite. On va détailler les choses petit à petit. Vous avez parlé, professeur Bennis, des facteurs de risque. Et c'est bien sûr sur ces facteurs de risque que nous devons agir. Et c'est pour ça que nous vous recevons aujourd'hui. Mais avant de parler de ces facteurs de risque modifiables, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, on va dire, sur lesquels on ne peut pas jouer? Alors, il y a la génétique qui peut prédisposer certaines personnes à avoir des accidents cardiaques. Il y a l'âge aussi. On ne peut pas arrêter l'âge, mais aujourd'hui, on sait que le fait, par exemple, de faire de l'exercice physique et de manger moins, ça ralentit un peu le processus de vieillissement des artères avec l'âge. Ce sont des facteurs non modifiables. Mais en général, dans 90% des cas, les accidents cardiaques sont en rapport avec des facteurs modifiables, d'où l'importance de la prévention. Alors on les rappelle, parce que vous les avez passés très vite. Je sais que vous répétez très souvent le même message, tous les spécialistes le répètent. Ne pas fumer, manger convenablement, faire de l'activité physique. Je vous laisse insister. Absolument. Alors, le premier facteur de risque cardiovasculaire, c'est le tabac. Le tabac, c'est le facteur de risque cardiovasculaire principal. C'est le facteur qui va entraîner une mortalité précoce, des infarctus du myocarde précoces, des accidents cardiaques, vasculaires cérébraux, qui ont une mort subite. On voit de plus en plus de personnes à partir de la quarantaine faire un primo-infarctus, un premier infarctus, et malheureusement décéder très rapidement. Donc le tabac, c'est le principal facteur de risque cardiovasculaire. Deuxièmement, le diabète. Le diabète maltraité, non traité, va finir par donner des accidents cardiaques, un vieillissement artériel et va entraîner des altérations du cœur et des vaisseaux. Si on devait revenir au tabac, alors malheureusement le tabac est en vente libre. Donc, en fait, vous faites de la prévention contre quelque chose qui est légal. Donc, le tabac est en vente libre partout dans le monde. Ensuite, le sevrage est extrêmement complexe et compliqué et difficile. Donc, quand vous dites à un patient qu'il est un patient à risque, qui fume et qui doit arrêter de fumer, qu'est-ce que vous lui proposez en face pour l'aider? Il y a d'abord l'argument important, c'est que quand on fume, on perd une dizaine d'années de vie. En moyenne, sinon plus parfois. Donc ça, c'est un argument important. Deuxièmement, on lui montre l'ensemble des complications graves et précoces qui peuvent survenir. Troisièmement, la volonté me paraît l'élément essentiel dans cette démarche-là. Et la volonté passe par une prise de conscience de la gravité du tabac. Et la volonté peut prendre le dessus sur l'addiction? Absolument. Ça, c'est possible. J'ai vu des patients qui ont fumé pendant 30 ans et devant la gravité des complications et devant les tableaux dramatiques que j'ai présentés devant ces personnes, ils ont décidé d'arrêter par la volonté. Et puis, on a des facteurs sur lesquels on peut reposer, par exemple les gommes, les patchs, il y a toute une prise en charge. Et aujourd'hui, on a des consultations d'addictologie par rapport au tabac et qui nous permet d'accompagner cette démarche qui est extrêmement importante pour les personnes. Absolument, parce que tous les spécialistes insistent sur l'importance d'arrêter de fumer, mais on l'entend tellement que malheureusement presque ça se banalise et on a l'impression que le tabagisme en tant qu'addiction est beaucoup plus fort que ce qu'il y a en face, que toutes les maladies en face. Pour continuer, on va sur le diabète. Vous avez dit un diabète bien régulé. Alors le diabète aujourd'hui, on sait que c'est une question de mode de vie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne font pas d'exercice physique, qui prennent rapidement du poids, qui sont obèses, qui ont un indice de masse corporelle élevé, qui vont résister à l'insuline. Ce sont des personnes qui vont développer le diabète. Et on sait aujourd'hui... Le diabète type 2. Type 2. Alors on sait aujourd'hui qu'une des meilleures préventions du diabète, c'est l'exercice physique. On sait aujourd'hui que quand on a des gens qui font de l'exercice physique, ils vont faire moins de diabète parce qu'ils vont sensibiliser l'organisme à l'action de l'insuline. Donc, la sensibilisation à l'action de l'insuline passe par une surveillance du poids, par le plat qu'on mange tous les jours, par une alimentation de salade, de légumes et de fruits, une alimentation moins riche en sucre, et puis, bien sûr, par l'exercice physique. Alors, Quand vous parlez d'exercice physique, ça veut dire quoi concrètement pour une personne? Alors, il faut faire un peu d'endurance, il faut marcher rapidement, 3 fois, 4 fois par semaine, faire un peu de jogging, faire un peu de natation, un peu de vélo.
On ne demande pas aux gens de devenir de sportifs de haut niveau. Ce que l'on demande, c'est de bouger. Au lieu de prendre leur voiture, c'est de marcher. Au lieu de prendre l'ascenseur, c'est de monter à pied. Au lieu de se déplacer par les moyens de transport, c'est de marcher. Et cette activité physique a un effet extrêmement bénéfique. On sait aujourd'hui que cette activité physique a non seulement un effet bénéfique sur le cœur et les vaisseaux, mais sur la santé. Les gens qui font du sport font moins de cancers, par exemple. C'est ce qui est extrêmement important. Alors, là, on parle vraiment des facteurs de risque modifiables, Oui. mais on a longtemps considéré que les problèmes cardiovasculaires étaient des maladies d'hommes. Or, aujourd'hui, les choses changent. Les sociétés savent tirer la sonnette d'alarme pour une population qui était souvent négligée en termes de prévention, à savoir les femmes. Les femmes, aujourd'hui, sont aussi concernées par les maladies cardiovasculaires, professeur. Est-ce que c'est une nouveauté ou finalement, on va dire c'était une négligence, peut-être scientifique? Une négligence scientifique parce qu'on sait depuis une vingtaine d'années que les femmes sont de plus en plus exposées aux maladies cardiovasculaires, que les femmes ne sont pas uniquement touchées après la ménopause, mais bien avant la ménopause. Et on sait aujourd'hui que le tabac, par exemple, la prise de tabac avec la pilule, le diabète, le surpoids, oui, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs. Et pour les femmes essentiellement. Alors les femmes ont cette particularité d'avoir des artères qui sont fragiles, des artères fines, et ils ont, comme au sens figuré comme au sens propre, un cœur fragile. Et malheureusement, quand on a des accidents cardiaques chez les femmes, ils sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus graves et entraînent une surmortalité. Autre chose qu'on a remarqué, que les femmes sont moins bien diagnostiquées, moins bien traitées par rapport aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi justement? Alors justement parce que d'abord les femmes consultent moins vite que les hommes, les symptômes sont moins évidents chez la femme que par rapport à l'homme. La femme a moins souvent la douleur thoracique typique de l'angine de poitrine ou de l'infarctus du myocarde. Parfois c'est une fatigue, parfois c'est un essoufflement à l'effort, parfois c'est des sueurs, donc parfois c'est une sensation de malaise et donc il faudrait absolument être très alerté. Ça peut être un petit peu confondu avec ou associé à des symptômes de ménopause? Par exemple, souvent. Parfois, la ménopause, parfois, les symptômes de ménopause peuvent masquer les signes d'accident cardiaque. C'est pour ça que pardon de vous interrompre, professeur, mais sans en faire justement, sans en faire quelque chose d'anxiogène pour nos téléspectatrices, sur quels signes la femme doit absolument aller consulter un cardiologue? Douleur thoracique à la poitrine. Oui, ça c'est commun à l'homme aussi. C'est comme à l'homme. Mais la particularité de la femme? Sensation d'étouffement, sensation de malaise, essoufflement à l'effort, sueur, fatigue anormale, ce sont les signes un peu importants qui doivent amener la femme à consulter. Mais c'est des signes, on va dire, communs à d'autres problèmes aussi. Alors, d'autant plus, alors surtout si ces symptômes surviennent chez des personnes, une femme qui fume, qui a du cholestérol, qui est en surpoids, qui est obèse et en plus de ça, qui a un passé dans sa famille d'accident cardiaque. Okay. Voilà un peu le contexte sur lequel on doit amener. Alors, ce qui est important chez les femmes, c'est que le temps est important. Plus on diagnostique vite les infarctus, plus on gagne du temps et on gagne de la vie. Malheureusement, parfois, chez les femmes, on perd du temps, on a des diagnostics tardifs et on a des complications parfois graves et une mortalité un peu élevée. Alors, on va parler aussi des enfants parce que vous les avez évoqués tout à l'heure. Pour une maladie, on va dire, qu'on pensait d'adultes, vous avez dit que les enfants aussi aujourd'hui étaient concernés par les maladies cardiovasculaires. On sait aujourd'hui, acquises. Absolument. On sait aujourd'hui que les enfants obèses, en surpoids, ce sont de futurs cardiaques. Ce sont de futurs diabétiques, de futurs hypertendus et des gens qui vont, à partir de la cinquantaine, avoir des accidents cardiaques. On sait aujourd'hui qu'on a de plus en plus d'enfants obèses. L'alimentation, la publicité... Donc l'enfant directement n'est pas concerné, on va dire, à son âge d'enfant. Mais c'est son avenir. Mais c'est son avenir c'est son avenir. D'accord. Et malheureusement, on a des enfants qui jamais seront adultes parce qu'ils sont tellement gros, en surpoids, qu'ils vont faire un diabète type 2 rapidement et ils vont avoir des accidents cardiaques assez rapidement. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est ce qu'on demande aux téléspectatrices qui nous regardent, de faire très attention aux papas, au poids de leur enfant. Un enfant qui est en surpoids est un enfant potentiellement malade. Ce qui fait qu'il faudrait absolument les faire bouger, les faire manger de façon saine, parce qu'on remarque que ces enfants passent aujourd'hui une nouvelle pathologie, une nouvelle façon de vivre. Ils sont tout le temps devant la télé, devant leur iPhone, devant les jeux, et absolument, ils sont tout le temps en sédentarité. Et cette sédentarité est très grave. Elle est aussi grave que le tabac. Donc c'est pour ça qu'il faut bouger les enfants, il faut surveiller leur poids. Donc un enfant devant la télé,
c'est dangereux. Dangereux, et c'est aussi dangereux, je le répète, qu'un adulte qui fume. Absolument, voilà. Le message est clair. Et donc, absolument, il faut que les parents fassent attention au poids de leur enfant. Il faut que les enfants mangent de façon saine. Il faut les faire bouger et les faire leur sport qu'ils aiment, que l'enfant aime. Et il ne faudrait pas considérer, ça c'est une chose importante, qu'un enfant en surpoids est un enfant qui est en bonne santé par rapport à tout ce qui est connu un peu dans notre société. Ok. Alors, peut-être pour finir, professeur, est-ce qu'une maladie du cœur qui se déclare peut être stoppée? Ou bien est-ce qu'on est finalement, une fois diagnostiqué, malade cardiaque? Alors, il y a d'une part, tout ce qu'on fait en amont, c'est la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire. Ça, c'est pour pousser un peu plus. Hein, absolument. La prévention primaire, c'est-à-dire comment ne pas tomber malade du cœur. Donc, ne pas fumer, bouger et manger sain. Une fois on a une maladie cardiaque, on doit être sous surveillance régulière pendant toute la vie, on doit être sous traitement médical, on ne doit pas arrêter son traitement, on doit changer de mode de vie, on doit arrêter de fumer si on fume, Donc c'est un risque irréversible. C'est un risque. Alors aujourd'hui, si quelqu'un a fait un accident cardiaque à la quarantaine ou cinquantaine, si son traitement est bien codifié, s'il a une bonne hygiène de vie, s'il arrête de fumer, il peut mener une vie tout à fait normale. Donc, il y a une grande partie de responsabilité. Notre responsabilité qui est la nôtre, c'est d'avoir un mode de vie sain et c'est ça ce qui nous permettra de vivre le plus longtemps et de vivre mieux. Quand vous dites c'est notre responsabilité à nous, c'est-à-dire à nous en tant qu'humains, en tant que citoyens, et le rôle des médias, c'est d'apporter l'information, le rôle des spécialistes, c'est de la communiquer, et le rôle de chaque personne, c'est de prendre soin d'elle, pour elle-même et puis pour ses proches. Absolument. Nous avons les moyens aujourd'hui de traiter les gens. La médecine a évolué, la cardiologie a évolué. Mais les gens, est-ce qu'ils veulent eux-mêmes se faire traiter? Donc c'est leur responsabilité. De ne pas se faire traiter, de faire de la prévention. De faire de la prévention, de ne pas fumer, j'insiste là-dessus. Et de faire de l'exercice physique et de surveiller leur poids. Eh bien, merci beaucoup pour cet engagement. Professeur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie, c'était un plaisir d'être en votre compagnie sur Medium TV, bien sûr. Un grand merci à toute l'équipe, à Tanger et à Rabat pour la réalisation et la diffusion de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver très très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.